Oui, oui, Nice. mister. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mon bon ami. Mon bon chum. On a-tu vraiment, ça commence on a-tu bien. vraiment fait ça? Quelle belle façon de commencer un Facebook Live. Se coller la face. Il y en a qui le l'un reconnaissent, contre Martin l'autre. Le Tulipe. Il y en a plein qui arrêtent de toucher à la table. Ah, c'est tu fais vrai. bouger la caméra. Mais je suis Colin. nerveux. Il est pas habitué de faire des vidéos. Exactement. Écoutez, il y en a qui ne connaissent pas du tout Martin, il y en a plein qui le connaissent. Je ne le présenterai pas pour ceux qui le connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es conférencier vraiment international depuis 18 ans, 15 ans? Ouais, 18 ans. 18 ans. Tu es le fondateur de l'Académie Zéro Limite, c'est très gros, tu as des milliers de clients partout dans le monde. J'ai participé à ces événements live à Québec et à Paris, c'est impressionnant. Non, mais c'est fou, les gens n'ont aucune idée. Ceux qui n'ont pas vu n'ont aucune idée de ce que tu fais dans la vie, à quel point c'est gros là, sur Internet et tout. Allez voir sa chaîne YouTube, tout ce que tu fais, c'est incroyable. Écoutez, Martin, Il est fin. Il est je l'ai gentil. souvent entendu parler en conférence et j'ai entendu des anecdotes que tu m'avais racontées dans l'auto, je pense. Ouais, Je on me faisait, on faisait Québec-Montréal. Oui, c'est ça, c'est ça. ensemble, ouais. Puis j'aimerais ça que tu en parles parce que c'est vraiment, tu as vécu un processus de sortie de zone incroyable, de transcender ses peurs, ses inconforts pour faire ce qu'on sent qu'on doit faire, mais avoir la chienne, pas vouloir le faire, plus comprendre ce qu'on fait là. Raconte-moi la fois où tu étais caché dans le garde-robe en boule, puis les gens t'appelaient pour donner la conférence, puis t'es pas allé, t'es jamais allé. Puis parle-leur juste de ça. Là. Ouais. C'est quoi cette sortie de zone-là que tu as faite dans le temps? Là? Ouais, on est Mais en- tu résistais, je veux dire, à faire ça. Là. Ouais, on est en 2003, 2002-2003, Là, c'est à peu je près. vois pas tes cheveux dans l'écran, là. Fait que recule-toi un petit C'est peu. parce que c'est vrai que toi, t'as pas besoin d'ajuster tes cheveux. Excuse-moi, je t'ai interrompu. On est en 2002-2003, ça fait à peu près 2 ans que je fais ce que je fais, mais dans des écoles secondaires, Des jeunes, des jeunes, écoles jeunes, hein. primaires. Et là, j'ai la femme de mon mentor qui travaille pour une agence qui s'appelle l'APK, Agence de promotion économique du Canada Atlantique, parce que moi, je demeure en Atlantique, qui me dit une grosse conférence entrepreneuriale et on veut accueillir des entrepreneurs qui vont raconter leur histoire. Ça, c'était Et- gros pour toi. là. Écoute, C'était l'événement le plus gros que tu avais jamais fait de ta vie. Pour moi, c'était ma percée, c'était mon C'est break, ça, c'était c'est ça. incroyable. Et le petit twist là-dedans, c'est que si on te choisit, il faudrait juste que tu dises aussi une partie de ta conférence en anglais. Ça, je ne t'avais pas raconté. Ah non, ça, aussi, je savais ouais. pas. OK. Donc, Michel, qui était mon mentor, dit à sa femme Suzanne, tu devrais donner une chance à Martin. En plus d'être entrepreneur et conférencier, il va te donner un bon show. À te donner un break, là. À me donner un break. J'ai pas su gérer le break. Ils m'ont choisi. Et là, quand j'ai reçu le dépliant pour la conférence, j'ai réalisé que, je pense que c'était Chris Griffiths. C'est un fabricant de guitares très, très, très primé à l'échelle mondiale. Il fait ça à partir de Saint-Jean-Terre-Neuve. Il avait tout quitté pour créer des guitares. Il était beau comme un gosse. Il était blond. Il avait les cheveux longs. Il était parfaitement... Donc, toi, tout ce que tu n'étais pas, là. Exact. À ce moment-là, je pesais... Donc, tu te comparais. À ce moment-là, je pesais 260 livres. OK? Wow. C'était comme... OK, ça, je l'ai pas c'est un connu. autre- Ça, c'est une autre sortie de zone. C'est beau, Ça, c'est OK, une autre histoire OK. pour une autre vidéo. OK. Et donc, j'étais méga dans l'incohérence. J'étais méga dans le syndrome de l'imposteur. Et plus que l'événement approchait, plus que je le gérais très mal. Et Mais, la mais journée... tu voulais faire ça, mais tu gérais mal. C'était le ton gérais très rêve, là. mal. C'était ton rêve. Là, C'est- tu atteignais le sommet, là. Exactement. Non, c'était pour moi... Je me disais, ça va m'amener loin, ça va être un tremplin. J'ai pas su le gérer du tout. La journée de la conférence, le téléphone sonne. Tu avais dit oui, là. T'avais dit je vais le faire. Oui, exactement. Je vois que c'est Michel et j'y avais confié que j'étais très nerveux et que je me remettais en question participer. Je savais pourquoi il appelait, j'ai pas répondu. Mais ça m'a mis dans une crise d'anxiété. Le jour hallucinante. même, le soir, c'était la conférence, puis le jour même, il t'appelait. La là. conférence, c'était l'après-midi, puis il m'appelait le matin. t'appelait. Et là, le téléphone sonne et plus que je réponds pas, plus que je m'écrase et je m'en m'assois dans mon garde-robe. Et là, je me dis, je ferai jamais ça de ma vie. C'est impossible. Tu es incapable de faire ça. Puis en plus, il n'y a rien de pire que de décevoir un mentor. Donc, Tu te donnais une chance. j'ai honte. Et là, à un moment donné, ça sonne. Et que là, je me dis, je vais au moins aller écouter le message. Hey, T'as pas, je t'ai t'as pas fait- répondu, t'as pris le message. Je t'ai fait confiance. Suzanne est ici, elle te cherche. La honte totale. Faire une histoire courte, j'ai jamais été faire cette conférence-là. OK. Un, j'ai appris c'est quoi décevoir un mentor. Ouais. Et deux, j'ai appris les conséquences de ne pas faire de sortie de zone, justement. Parce que Exactement. C'est pour ça que je voulais que tu en parles. Là. ouais, ça m'a traîné pendant plusieurs mois parce qu'évidemment, ça a été le mot que, tu sais, c'est pas présenté. Mais moi aussi, j'ai traîné des blessures par rapport à ça. Tu sais, Ouais. lorsque la prochaine grosse opportunité s'est présentée, il a fallu que je fasse un énorme travail pour me Parce que dire... toi, tu avais associé ça. Là. Exactement. T'étais Peu traumatisé à la importe limite. les résultats, je vais y aller. Peu importe ce qui se passe, il faut que je sois dans l'action, il faut que je sois dans la sortie de zone, comme que tu l'enseignes tellement bien. Mais ça n'a pas été le moment, disons, le plus glorieux de ma carrière, mais j'en ai appris quelque chose d'énorme. Mais, je veux dire, ça fait 18 ans maintenant que tu fais ça. Là. Ah, je Dans, fais des dans le conférences monde. Là.
devant des milliers de personnes en Iran, je veux dire, en Europe. Avec Richard Branson, avec Jack Canfield, avec Gary Vaynerchuk. Tu sais, je veux dire, mais maintenant, il fait ça, puis ça marche, puis t'es très bon. Je veux dire, t'es né pour faire ça, là, on s'entend. Maintenant, tu le sais. Je veux dire, c'est en toi, c'est dans ton ADN. on se colle sur la face, il est fin. Mais dans le temps, t'étais couché dans les garde-robes, puis t'avais la chienne, la panique totale, tu voulais pas, puis t'es pas allé, puis tu pensais que t'étais pas faite pour ça. Parce que t'avais la chienne. C'est fou, là. Ah, c'est le plus proche que j'ai passé d'abandonner, puis c'est incroyable. Mais... Non, mais imaginez, là, t'as cru ça pour de vrai, t'as vécu ça, puis aujourd'hui, tu fais ce que tu le fais. Quand ça, tu vis ça, c'est dur de se le rationaliser aussi. Mais c'est ça. C'est comme mais il y en a qui sont là-dedans, là, qui écoutent, là, ils Mais capotent, c'est là, ils comprennent pas ce qu'ils font là. Entouré, tu sais. Donc, pour moi, j'avais tellement mis trop d'importance sur ce que mon mentor, je voulais le rendre fier, donc je voulais le prouver, je voulais être bon, donc j'étais dans la performance plutôt que de juste être dans une logique de progrès. Le pire qui peut se passer, c'est quoi? Je serais pas bon. Puis c'est tu meurs pas. Exactement. Donc, et là, mon mentor, plutôt que de me rabaisser constamment après, il a dit, Martin, j'ai échoué moi aussi. Là, il m'a compté ses échecs, il m'a compté ses revers. Il y avait eu un congédiement qui était un petit peu public. Il m'a tout raconté ça, mais là, ça l'a humanisé mon mentor, que je mettais dans une figure d'autorité beaucoup trop importante. Et tout ce stress-là, je l'avais mal géré, mais bon. Donc, si on a du monde là, qui sont couchés dans les garde-robes ou qui sont engagés dans un projet, puis là, ils se disent que si j'ai fait là, j'ai la chienne, je veux pas, ça me stresse, je suis pas fait pour ça, tu leur dirais, le pire ne sera pas si pire que ça. Ça serait quoi ton conseil aux autres là, qui écoutent? Oui, le pire sera Imagine jamais... le pire, là, tu seras pas en train de mourir. Le pire sera jamais pire que ça, mais en plus, je lisais un article dans le Harvard Business Review Magazine la semaine passée. Les gens qui tentent d'être bons dans la vie sous-performent. Parce que tu es toujours en train de vouloir prouver, performer. La pression inutile. Alors que les gens qui veulent juste être meilleurs. Donc, si tu rentres dans tout ce que tu fais, dans toutes tes sorties de zone, de dire, je vais juste essayer d'être meilleur que la dernière fois, je vais analyser un peu ça, parce qu'il y a une question magique dans la compétence. Le plus que tu le fais, le plus que la peur s'évapore. Et que la confiance grandit. La confiance grandit. Donc, mettez-vous dans une logique d'action, mais c'est normal de se sentir fébrile, c'est normal d'avoir la chienne, comme tu dis. Oui, puis ça se peut que dans 18 ans, vous fassiez encore ce métier-là, que vous allez devenir très, 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 très bon, avec beaucoup de succès dans 18 ans. J'aimerais ça que tu me parles d'une autre sortie de zone que tu as faite en anglais aux États-Unis. Moi, je trouve ça incroyable, là, des choses que des gens peuvent vivre, là, que moi, j'aurais été traumatisé, mais toi, tu fais encore ça aujourd'hui. Et moi, là, j'aurais été traumatisé, j'aurais arrêté de faire ça. Raconte-moi quand tu as essayé de percer aux États-Unis ou en anglais. Raconte-moi un petit peu j'ai un de mes mentors à l'époque, Patrick Combs, en 2006. Un Américain. Qui, lui, veut cesser de faire des conférences dans les universités américaines et il dit, j'aimerais que tu me remplaces, donc ce serait toi qui les ferais. J'ai dit, je parle pas en anglais, je fais pas de conférences en anglais. Je parle pas en anglais. Puis... Il dit, ouais, mais il dit, t'as un an pour te préparer. Puis la façon dont... tu avais un an. En plus, tu te préparais pendant un an. Exactement. Et il dit, tout ce que tu as à faire, c'est apprendre 15 minutes. Parce qu'en anglais, aux États-Unis, dans le monde des motivational speaking, dans le college circuit, donc le réseau universitaire, il embauche des conférenciers. Il y a un réseau juste de ça universitaire. De divertissement, entertainment qu'on appelle universitaire. Et il dit, tu as 15 minutes, à faire seulement parce que c'est un showcase qui dure 3 jours et les gens viennent magasiner leurs performances. Il y a plein de performances, c'est ça, exactement. N'importe quoi, pas juste des conférenciers, il y a des chanteurs, magiciens. magiciens. Je dis, OK, il me finit par me convaincre qu'il dit juste 15 minutes. Puis après ça, l'année universitaire d'après, tu vas aller parler. Donc, tu as quasiment un an et demi. Mais là, tu as dit oui. Là. Je me prépare un 15 minutes en anglais aux États-Unis. Et j'apprends mon 15 minutes. Et mon 15 minutes était exceptionnel. Je le connaissais à la virgule. Même si je le livrais un peu de façon robotique. Si tu ne connais pas l'anglais, tu peux quand même apprendre un texte par cœur. C'est vrai, exact. Donc, je m'étais convaincu de ça. J'étais le dernier conférencier à passer sur 14, OK? Et la veille, Patrick Combs me dit, qu'est-ce que tu as pensé des autres conférenciers, les 13 autres? J'ai dit, ils étaient vraiment bons, mais il y en avait des exceptionnels. Là. Il dit, non, mais de leur message. J'ai dit, moi, je pense que c'est pas mal toujours les mêmes messages que les conférenciers ont, mais à différentes saveurs, différentes histoires. Couleurs, il dit, c'est ça le problème. Il dit, moi, je trouve que ta conférence, elle ressemble exactement comme les 13 autres. J'ai dit, c'est ça. Les 13 autres ressemblaient aussi aux 13 autres, mais je n'y ai vu aucun problème. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour te démarquer? Il dit, moi, je pense qu'on devrait réécrire ta conférence. Ça, il t'a dit ça la veille? Oui, on est la veille. Là. Il est 10h30, on vient de rentrer dans la chambre d'hôtel. Moi, je passe à 9h le matin. Ça, c'était au New Jersey, si je me souviens bien. Non, ça, c'était à Atlanta. New Jersey, c'est quand j'étais voir son premier one-man show. D'accord, c'est ça. Et que là, j'ai dit, tu comprends pas, Patrick, là? J'ai appris ça par cœur. Là, je te balbutie, on se parle, on s'entend, mais présenté devant 1500 personnes. Mais OK, il y avait 1500 personnes dans la salle. 1500 étudiants avec leur accompagnateur. Ils sont là pour te juger, puis ils savent littéralement, c'est ça que c'est. Qui. Il me dit, Martin, qu'est-ce que tu as à perdre?
Vraiment, il dit, au pire, tu retournes chez toi avec une expérience. Personne te connaît. Ouais. Il ne rentrera jamais parler de toi de toute façon. Il finit par me convaincre. Il était très, très influençant. Il l'a encore. Il finit par me convaincre. On se met à réécrire une conférence à 11 h le soir. On finit par 2-3 h du matin. J'apprends ça pendant on l'écrit. Moi, j'aurais jamais fait ça. C'était fou de faire ça. Mais... Non, mais je comprends. Il faut être insouciant à un moment donné. Il faut essayer des affaires dans la vie. Absolument. Fait que le lendemain matin à 9 h, c'est mon temps, mais juste avant que j'embarque sur scène, il y a un jongleur, un des meilleurs jongleurs du circuit universitaire, qui jongle avec une chaîne. Ça comment tu es un jongleur avant toi? Non, mais c'est OK, il jongle avec une chaîne, ça. Oui, j'ai tellement entendu crier. Une scie mécanique, là, pour les Français qui écoutent. Les gens criaient tellement que ça m'a rendu nerveux, parce qu'habituellement, quand tu passes après quelqu'un qui a il ébloui était spectaculaire. la foule, là, okay. Ça peut t'ébranler. Ah oui. Fait que là, je rouvre le rideau, je le vois, il jongle avec une scie mécanique, avec une torche de feu et une boule de bowling. 3 objets très difficiles à jongler. Les gens sont en feu pour lui. Puis moi, je suis là, je m'en vais. Il racontait un truc que j'ai même pas assimilé, que je connais même pas. Que tu as créé la veille. Faire tu une même histoire pas courte. anglais. Exactement. J'embarque sur scène. Oh boy. Hey, ça prend des couilles. Ça, là. c'était Pour le reste, 15... ça prend des couilles. Là. Ou de l'insouciance. À ce moment-là, l'insouciance. À ce moment-là, j'ai... J'ai rien à perdre. Je vais peut-être mourir. Je pense que je pense même pas. Ouais, donc, j'embarque sur scène et après 7 minutes, 8 minutes à peu près. Tu étais supposé faire 15. Ouais, exactement. Il y a un gars qui apparaît devant moi. Mais entre lui et moi, là, en arrière de lui, il y a la foule. Là, et tout le monde le voit. Là. Et il se met à faire ça de même. Écoutez bien ça. Ouais. Il te faisait ça à toi, là. Ah oui, bien là, moi, je la regarde, je suis comme... Toi, tu penses qu'il te dit salut? Je dis, non, mais tu sais, il essaie de me parler que j'ai un problème technique. Et lui est comme... Toi, dehors, OK? C'est fini, OK? Pendant que tu parles. Puis moi... Tellement nerveux et tellement stupide, je regarde Thank you USA. Puis là, je sors du stage. Et là, sorti du stage, je sais pas si c'est possible d'être mort quand tu es vivant, mais là, j'avais l'impression... Je sais pas si c'est possible d'être mort quand tu es vivant. J'avais l'impression que tout mon ADN, mes cellules, j'étais mort complètement, OK? Détruit. Ah non, mais tu peux pas rien vivre de pire dans la vie, non? Sérieux, moi. Mais mon mentor, Patrick Combs encore, il vient vers moi et il dit « Martin, c'est le meilleur que j'ai vu de toi-même. » Patrick, t'es tellement imbécile. C'est très gentil, dit, à quoi ça leur aurait servi que tu viennes ici et que tu fasses une performance éblouissante de 15 minutes? Tu aurais peut-être eu des conférences, mais là, c'est quoi la leçon ici que tu as retenue? Parce que la réalité, c'est que jamais j'avais donné une conférence en anglais au Canada. Je me limitais, j'ai un accent, ça fonctionnera pas. aux États-Unis, à Atlanta. En faire ma première. 1500, c'est mongol. Mais quand je suis revenu de là, j'ai commencé à accepter mes premiers mandats en anglais, à dire oui, il y a des mandats qui étaient demandés bilingues par certaines agences gouvernementales. Et aujourd'hui, 70 des conférences que je fais sont en anglais partout sur la Terre. Donc, 70 des conférences qu'il fait en anglais sont partout sur la Terre, c'est en anglais maintenant. Mais je après avoir... Terre-Neuve demain pour l'Association des assureurs il est tout le temps partout dans le monde, il est tout le temps dans les avions, mais tu as vécu ça, tu aurais pu être traumatisé à vie. Je l'ai été pendant un bout de temps. Non, mais tu t'es dit, moi, je ne ferai jamais ça en anglais. Tu te dis, c'est fini, j'ai pas de talent là-dedans, c'est pas fait pour moi, ou tu comprenais ce que tu vivais, là. Que c'est normal, que tu vas t'améliorer, puis à un moment donné, tu vas devenir très bon. Est-ce que tu as pensé à ça? Ou ça s'est fait au fur et à mesure? Ouais, quand tu as eu ton autre demande de conférence en anglais, là, elle qui a suivi, tu te dis, malade, si je ne vois pas là, je ne suis pas bon en anglais. Là. Non. Tu savais, tu avais le minding. N'importe quelle sortie de zone, je ne sais pas si c'est un conseil que tu prodigues, mais c'est tellement important de t'entourer de des gens ou de t'inspirer de des gens qui en ont fait. Parce que sinon, tu vas personnaliser ton échec, tu vas t'isoler, tu vas penser que tu es le seul... Voir du monde qui en ont bavé, là, voir ce que ça donne. Mais c'est pour ça que je vous le montre, ça. Comme ça, quand tu es capable, parce que tu sais, si tu es capable de modéliser et de dire, bien, si lui a dû échouer, si lui a dû manger de la roche et il a dû en baver, pourquoi que ça serait une logique différente pour la mienne? Je te dis pas de se faire souffrance pour rien, mais à un certain moment donné, si tu regardes, j'écoutais, je te l'ai partagé, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais le documentaire de Gad Elmaleh qui part de la France. Allez voir ça, c'est fou sur YouTube. Gad Elmaleh à New York, c'est incroyable. L'autre documentaire que tu m'avais repartagé, c'est malade. C'est moi, malade, je regarde quelque chose comme ça, ça fait juste renforcer ma conviction que si tu veux réaliser n'importe quoi qui est grandiose pour toi, qui a de la valeur pour toi, qui a du sens pour toi, c'est sûr qu'il y a un passage obligé. Et moi, j'appelle passage, le mur du feu, non? Le mur du feu. Faut que tu souffres. Moi, j'appelle ça accepter de vivre ces incohérences pour ultimement te retrouver en cohérence. Parce que quand on regarde le mot incohérence, je crois que c'est quand on vit en incohérence que ultimement on finit par vivre in cohérence. Donc,
Oui, tu sais, je vous disais, quand j'ai commencé, avant même de faire l'épisode du garde-robe qu'on vient de parler, ça m'est arrivé à 3-4 reprises de coucher dans mon automobile, d'aller prendre ma douche dans les gymnases des écoles secondaires. Parce que tu dormais dans l'auto. Avant d'aller parler de succès par la suite. Là, allô, incohérence. Mais tout ça me faisait comprendre des choses. Un échec me menait à comprendre, à me construire, à me développer, à me solidifier. Mais c'est sûr que des fois, c'était difficile, mais pour moi, ça n'a pas besoin d'être la vérité, mais c'est ma vérité. Moi, ça a été mon chemin. Et encore aujourd'hui, je cherche des opportunités pour me mettre inconfortable. Parce que là, tu sais que c'est normal. Je sais que tu dramatises pas ça. Et je sais que c'est une logique de succès. Que c'est des mathématiques, c'est de la physique. Exactement. Le plus que tu le fais, le plus que tu muscles ta compétence. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation de passer par ça. Exactement. Et le plus que tu passes par ça, le plus que tu bâtis ta confiance. Parce que le problème, Dan, c'est que les gens disent, ça t'arrive probablement souvent... Je vais attendre d'avoir confiance avant de faire ça. Exactement. Alors que c'est... Ça n'arrive pas, ça. Ingénierie inversée. C'est le contraire. La confiance arrive quand tu es là, une fois que tu t'es mis un petit peu en danger, et là, tu as vécu des expériences, tu es bien entouré, tu cherches du feedback et tu recommences, tu recommences, tu recommences. Ces expériences-là répétées font en sorte que tu muscles une compétence. Et quand tu te sens un peu plus compétent, là, t'es confiant. C'est là que la confiance en soi vient. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, c'est une prédiction que tu auras les habiletés, les compétences. Je pense que tu vas l'être. Pour gérer l'imprévu ou que tu l'as déjà fait, donc ça va bien aller. Ou s'il y a de quoi qui se passe qui est imprévu, je l'ai tellement souvent fait que je pourrais gérer l'imprévu. Mais comment tu fais cette prédiction-là si tu ne te mets pas dans la fosse au lion d'abord? Absolument. Là, je suis totalement d'accord. Par exemple, moi, en conférence ou en tant qu'auteur, je n'avais aucune confiance que j'étais un bon auteur. J'avais rien écrit. J'avais aucune confiance. Ça s'est bâti. Mon deuxième livre, j'étais beaucoup plus confiant. Ouais. Même chose en conférence, j'avais aucune confiance. Je n'avais jamais fait de conférence de ma vie. Tu ne pouvais pas être confiant, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas eu de feedback, tu ne l'as pas amélioré. Mais c'est ça, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Écoute, je sais qu'il te reste quelques minutes avant de prendre ton vol d'avion. Et là, c'est même pas stagé. Là. Il prend l'avion dans quelques minutes. Ça fait big, mais c'est ça. On fera d'autres vidéos plus tard pour les autres sujets dont on s'était parlé, mais on n'aura pas le temps. Je prends juste l'avion Québec-Montréal. Donc, si je prends un canot avec des ailes, c'est rien de jet set. Écoute, merci beaucoup, Martin. Probablement que tu vas aider des gens qui sont peut-être couchés dans un garde-robe ou peut-être en conférence. Un jour, il va y avoir des gens qui vont te faire « tasse-toi de là ». Puis vous allez penser que vous n'êtes pas fait pour ça, parce que là, c'était difficile, vous êtes traumatisé, vous êtes mort en étant vivant, comme lui dans le temps. Mais dites-vous que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 18 ans, vous allez peut-être vivre une vie de rêve, une carrière de rêve, un métier de rêve. Et avec le recul, vous ne croirez même pas à ça, que vous avez vécu ça il y a 5, 10, 15 ans, 18 ans. Donc, écoute, merci Martin, si les gens veulent te rejoindre. Ouais, juste mentionner, parce que tu avais dit que c'était important pour toi de parler de ça. Est-ce qu'on a le temps? Il nous reste encore 5 minutes. OK. Dans la si on a le temps, de ton rêve, de ton projet. OK, on va en parler cette 5 minutes, parfait. OK. Ça se peut que tu aies un méga recul. Oui. On peut essayer des affaires puis revenir en arrière pour réessayer, comme ce que tu appelles aller dans ta fosse. Ou revenir dans sa fosse quand tu as la vie dans la face. Là. La vie veut juste te ramener en arrière quand tu essaies quelque chose dans la vie. Ouais. Puis comme le saumon qui ressaute dans la chute, qui ressaute jusqu'à temps qu'il passe. Ouais. Toi, tu l'as vécu, tu es revenu dans ta fosse un moment donné parce que tu avais besoin d'argent. J'avais même pas de fosse. J'ai dû créer une fosse. Bien, oui, c'est ça. Mais je veux dire, tu marchais vers un rêve de faire... moi, j'étais conférencier, j'étais auteur. Ça allait très, très bien, mais je me suis pris une cuite financière en 2007-2008. Une claque de sa gueule. Exactement. Et là, en 2008, est arrivée la crise économique. Donc, les demandes de conférences, conférenciers, formations, ça avait diminué. On était au mois de mai. Et l'été, il n'y a pas de mandat dans ce qu'on fait comme travail. Donc, cuite financière. Je venais de bâtir la maison de nos rêves pour moi et ma femme. Ma femme était enceinte de notre deuxième enfant. Et là, je me retrouve avec un 4 mois sec, dans le rouge complètement. C'était pas le bon timing. Zéro. J'ai pas de fausse. J'ai jamais eu d'autres métiers professionnels. Non, c'est ça. Tu as juste fait ça dans la vie. Ouais. Mais je suis en mode survie. Donc, là, il faut qu'il se passe de quoi? Il faut que l'argent rentre. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Là, j'ai appelé un de mes amis, Denis Leblanc, et lui était propriétaire d'un terrain de golf à Dieppe, un des terrains de golf les plus luxueux au Nouveau-Brunswick. J'ai dit, peux-tu me donner un job? J'ai besoin d'un job, j'ai besoin de sous, je suis dans la merde. Et il m'a donné un job. Et pendant 4 mois, j'ai été directeur des opérations d'un terrain de golf. Donc, je lavais des voiturettes de golf, je gérais des horaires des adolescents. Tu étais loin des conférences. Oui, mais pas juste ça aussi. Puis ça, on a ça en commun parce que j'aime ça quand tu parles de ça. C'est le regard extérieur
qui vient. L'orgueil La quand il mange une condescendance claque. et la condescendance aussi des gens qui te regardent. Parce que moi, faut pas t'oublier, j'étais Monsieur Succès, j'étais Monsieur Bonheur. En 2007, j'avais publié un livre qui était devenu best-seller national, Le 10 aiguilles, le petit garçon que j'ai accompagné, qui est en phase terminale de cancer. Et là, il y a beaucoup de gens qui me disaient comme, check-les. Puis là, tu vas laver le cart des messieurs que tu connais qui te regardent. Exactement. Laver des cartes, mais tu n'es pas supposé laver des cartes. C'est très, 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 très difficile. Ça, il faut être fait fort. Là. Ben, tu n'as pas le choix, tu n'avais pas le choix. Mais encore une fois, de qui est-ce que tu t'entoures et quel sens est-ce que tu attaches à ton épreuve? Donc, par contre, j'avais le choix de dire c'est une finalité. Ouais, et ce que je suis en train de vivre va définir le reste de ma vie. J'ai le choix. Je me dis, jamais une épreuve comme ça va me définir. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour la vie. Non. Ce n'est peut-être que transitoire. Ça peut être transitoire, ça peut être temporaire, ça peut être tout sauf une finalité. Est-ce que tu y croyais encore quand tu levais des cartes de golf? Oui, croyais-tu que tu allais un jour percer comme... Ben, écoute, c'est clair que tout l'été, je travaillais pour ça. Là. Je travaillais pour essayer de refaire Tu as gardé le cap. Tu as gardé le cap. OK, parfait. Mais je devais garder le cap financier aussi. Oh, oui. Donc souvent, le monde dire, mais tu sais, si je fais ça, puis là, je me prenne un emploi à temps partiel. Ouais. Ou c'est correct. Une sortie de zone, c'est reculer d'un pas pour avancer de deux. Moi, je pense. Tu recules, tu perds en... faut que tu perdes quelque chose. Faut que tu perds... Et puis ça va arriver des claques à la gueule. C'est facile à dire, ce qu'on dit là. C'est facile à dire, mais à faire, à vivre, c'est tough. Là. Quand c'est toi qui es dans les culottes, là, 24 heures sur 24, qui lave des cartes, puis que le monde te juge. Moi, je déneigeais les rues de la Ville de Québec. À un moment donné, puis le monde me voyait marcher dans la rue, là, devant la souffleuse. Non, mais c'est pas dit. Non, je sais. Puis, mais c'est ça. À un moment donné, l'orgueil, faut que tu... Mais tu vois, aujourd'hui... Ton ego, il faut que tu te le pètes. Ouais, sinon, tu n'avances plus. Exactement. Et aujourd'hui, je ne changerais pas du tout cette leçon-là. C'est vrai. Parce que j'ai appris comment j'avais été arrogant avec l'argent. Parce que ce qui a mené à cette culte financière-là, c'est important. J'ai fait des mauvaises décisions. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes ta responsabilité aussi. Pourquoi je m'étais retrouvé là? Donc, tout ça, ben, ça m'a construit pour quand je suis revenu, avec une humilité renouvelée. Oui, c'est ça. Avec plus moins d'arrogance, moins de... Exactement. Donc, non, je comprends. Ça a été un mal pour un très grand bien. Et quelques années plus tard, ben, ça a explosé littéralement. Et maintenant, ben, on a l'abondance qu'on a. Les événements que tu décrivais au début, c'est fou, on est très privilégiés. Mais... Écoutez, ça, c'est un bon exemple. Si vous marchez vers un rêve quelconque, un projet de sortie de zone quelconque, puis ça ne marche pas tout de suite, non? Puis que tu as besoin d'un petit travail à un moment donné alimentaire pour payer le loyer, la bouffe, whatever, c'est pas grave là, de revenir un petit peu, mais tout en gardant le cap. Sans penser que c'est fini pour la vie, que c'est la fin de la vie, c'est la fin de ton projet, tu n'es pas fait pour ça. Si tu gardes le cap, donne-toi le droit à l'erreur, manger des claques à la gueule, refaire un pas en arrière pour avancer de deux. Je le vois souvent, tu es un exemple, ça c'est un exemple très, très, très concret. Sérieux, t'en parles, puis je me sens mal pour toi dans le temps. Non, mais c'est n'importe qui. Je suis certain, il écoute ça, puis il dit « comment il a fait ça? » Le regard des autres, là, c'est fort. Ouais, c'est dur, mais en même temps, ça en revient de prendre le temps de te définir, définis tes valeurs, t'es qui, tes racines, c'est pourquoi, tes racines. Ouais. Juste avant les Jeux olympiques cette année, le frère à Charles Hamelin, le patineur de vitesse olympique canadien, son frère François, donc, c'était leur 4e ou 5e Jeux olympiques. Ils en ont fait beaucoup. Là. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le circuit olympique, eux. Et là, ils faisaient une entrevue avec la famille, vos derniers Jeux, les attentes, voulez-vous gagner? Si vous ne gagnez pas de médaille, cette compétition-là, comment vous allez vous sentir? Allez-vous avoir l'impression de mal terminer votre cycle olympique? Et François arrêtait journaliste. De facto, boum. Puis il dit, je ne laisserai jamais une victoire ou une défaite définir qui je suis. Je ne me définis pas par mes victoires. Je ne suis pas un gagnant ni un perdant. Et je ne me définirai jamais par mes défaites. Je suis bien plus que ça. Et c'est ça le problème souvent qui nous empêche de faire nos sorties de zone. On se définit par nos gains et qu'on ne veut pas les perdre. On se met l'étiquette tout de suite, on ne veut pas perdre l'étiquette. Et là, quand on a des échecs, on se définit, on personnalise nos échecs. Hey, ce n'est, comme tu as dit, c'est de l'arithmétique, c'est de la mathématique. Continue à le faire. La journée qu'on arrête de le faire, on est dans notre zone de confort et... on stagne et ça devient qu'on fait du surplace. On est peut-être moins heureux dans notre emploi, dans notre vie. La leçon de cette histoire, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Martin est beaucoup moins con qu'il y a de l'air. Ouais, il y a de l'air con de même, là, mais il est beaucoup plus profond qu'il y a de l'air. Moi, je trouve qu'on a l'air moins con quand on est comme ça. Non, mais merci beaucoup, Martin. Mon plaisir. Vraiment, c'est des exemples très concrets. J'en des petits exemples cons, mais je sais que t'en as... que j'en ai plein. On fera d'autres vidéos. Parce que là, tu as un avion à prendre. Ça pourrait nous en faire une bonne histoire. Il fallait que je me rende en canot à Saint-Jean-Terre-Neuve. Toute une sortie de zone. Merci beaucoup, mon cher. Si on veulent te rejoindre, je sais que ton site Internet, c'est Google. C'est Google. Ton site Internet, c'est Google. Allez sur Google. Son site Internet, c'est ça. Google.com. Mais c'est google.com, c'est ça? Ouais. Whatever. C'est une blague, j'ai pas de carte d'affaires, donc ouais. C'est ça, c'est Google, c'est ça. Fait que merci, mon cher. Mon frère, bon merci vol. beaucoup.
Et à vous, je vous Merci dis tout à le monde. bientôt pour d'autres histoires inspirantes de sorties de zone bizarres. OK, bye!